Salut les Jones, on se retrouve pour un nouvel épisode du Régime des Actifs. Comment vas-tu, mon cher Robert ? Ah bah écoute, je me porte à merveille, mais je suis un peu inquiet aujourd'hui mon cher Maurice. Je m'inquiète car apparemment il y aurait des complots. Mon Dieu, nous avons par le passé traité des meurtres d'entreprises avec l'épisode sur les Killer Acquisitions, et maintenant tu me parles de complots. Mais dis donc, ça n'en finit pas. Et oui, il y aurait des gens qui conspirent dans le secret pour nous faire du mal et pour contrôler le monde. Je pense qu'on va finir flagué comme podcast QAnon conspi, et on va perdre tout le recensement sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Mais écoute, ce que je te propose, c'est quitte à être flagué de conspi, eh bien autant lier complotisme et ce qui nous intéresse de temps en temps, ce qui nous fait rire, c'est-à-dire parler de finances, parler d'investissement. Et je te propose aujourd'hui de faire une rubrique du doigt mouillé, de faire une rubrique spéciale portefeuille du conspi. Comme ça, on aura eu le portefeuille du beauf, le portefeuille du boomer, et maintenant le portefeuille du conspirationniste. Et alors, à mon avis, le portefeuille du conspi, il y aura moyen de faire plusieurs épisodes parce que ça peut être assez rigolo. À ce point-là, moi je trouve que je me suis un peu creusé la tête pour être original, parce que j'aurais pu être bourrin en mettant des grands classiques, je ne l'ai pas fait. Alors moi je t'avoue que sur le premier je suis allé dans le classique, donc on verra ça dans pas longtemps, mais sur le deuxième j'ai pris un truc un peu moins évident. On fait comme d'habitude. Alors je rappelle pour nos auditeurs, Robert et moi ne nous sommes pas concertés sur le choix des actions et des entreprises que nous allons vous présenter. Donc ça sera la surprise des deux côtés. Je croise les doigts pour que nous n'ayons pas pris les mêmes. La dernière fois pour le portefeuille du boomer, on n'avait pas pris la même, mais on avait pris le même registre. On avait tous les deux parlé de croisière, mais on avait choisi deux entreprises différentes. Alors, tu veux commencer à nous présenter la première ? Moi, je veux te parler d'une entreprise que j'ai découverte sur Internet grâce à des influenceurs, des vidéastes qui en parlaient et qui me disaient il y a une entreprise qui aujourd'hui contrôle le monde et qui contrôle toutes les grosses sociétés. Et j'espère que tu ne l'as pas prise toi non plus. Est-ce que tu l'as découverte grâce à la lettre de géopolitique profonde ? Alors pas du tout, je l'ai découverte grâce à Valek. D'ailleurs, on l'embrasse s'il nous écoute. Quand il faisait à l'époque des vidéos un peu conspi, et celle-ci m'avait fait beaucoup rire. C'était celle sur l'entreprise qui est derrière toutes les grandes sociétés du monde, qui est actionnaire et qui possède toutes les grandes sociétés du monde. Et alors là, est-ce que ça je serait sais pas si le caillou noir ? Et oui, c'est le caillou noir. Mais attends, il y a deux types de cailloux noirs parce que il y a la pierre noire, Blackstone. Donc Blackstone qui est cette grosse entreprise qui possède énormément d'immobilier, et il y a sa filiale BlackRock, le rocher noir. Alors de Larry Fink. J'étais à deux doigts de la prendre et je me suis dit non, parce que c'est sûr et certain, c'est Robert qui va la prendre, c'est évident. Donc je l'ai abandonné et tant mieux. Ah ben c'est une entreprise sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. C'est une entreprise qui nourrit quand même beaucoup de fantasmes. En fait, BlackRock, donc c'est une entreprise qui serait actionnaire dans des milliers de sociétés mondiales et qui pèse aujourd'hui 125 milliards de dollars. Et évidemment, puisqu'ils sont derrière toutes ces entreprises, forcément ils les contrôlent. Mais BlackRock, au fait, tu sais ce qu'ils font ? Tu connais un peu leur activité ? C'est un fonds d'investissement. C'est une société qui fait un peu de tout, hein, qui fait de la gestion d'actifs. Dans la gestion d'actifs, on peut penser notamment à tous les ETF qu'ils émettent, donc toute la gamme eShares. Et on n'a pas encore fait l'épisode sur les ETF, mais en résumé, l'ETF c'est une forme de portefeuille d'actions qui suit la performance d'un indice. Et quand tu veux émettre des parts d'un ETF SP500 et que t'es BlackRock, t'es bien obligé d'acheter les boîtes du SP500. Pareil quand t'as un ETF en Asie, en Europe, etc. Donc en fait, BlackRock, c'est une société qui gère des actifs, donc via des ETF, mais aussi via des produits structurés pour des fonds de pension, pour énormément de choses.
Et c'est donc normal qu'il soit au capital d'énormément de boîtes partout sur la Terre, que ça soit des boîtes en Chine, en Inde ou dans les pays développés. Alors, pour être un peu plus précis dans leur activité, donc en fait, eux, ils font principalement de la gestion d'actifs, comme on disait, mais ils font aussi du conseil aux entreprises et ils fournissent des logiciels. Logiciels parmi lesquels il y a ce fameux Alibaba. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce logiciel. Ah non, pas Alibaba, excuse-moi, Aladdin. Oui, parce qu'Alibaba, je pensais à la plateforme de e-commerce chinoise ou indienne, je sais plus. Aladdin, si encore une fois tu te réfères aux vidéos sur internet qui parlent de BlackRock, Aladdin, ça serait un logiciel qui permet de connaître toutes les tendances futures des marchés financiers en temps réel et de deviner les pensées des particuliers et leurs achats à l'avance afin de prendre des décisions d'investissement optimales. Donc c'est un bot de trading macro. Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas vraiment un bot de trading, ça va être une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir récolter plein de données en temps réel. Tu vas pouvoir faire des simulations sur comment vont se comporter les marchés et tu vas pouvoir toi-même gérer tes propres actifs. Mais c'est pas un bot de trading magique. Alors c'est vendu comme ça dans les vidéos TikTok, YouTube, parce que les gens sont pas très familiers du milieu. Mais s'il y avait un bot qui permettait comme ça de prendre les meilleures décisions d'investissement possibles, ça se saurait. Ça se saurait. On n'aurait pas 90% des fonds qui feraient moins bien que leur indice de référence. Mais BlackRock, ils ont une autre composante. Donc bon, on voit qu'ils contrôlent pas vraiment toutes les entreprises du monde. Ils ont des logiciels qui sont assez sympas, mais c'est pas vraiment des logiciels omniscients comme c'est vendu. Mais à côté de ça, BlackRock, c'est une entreprise qui pousse l'ESG. C'est une entreprise qui veut forcer toutes les entreprises de la Terre à vendre des insectes et à faire du woke. Attention, hein, c'est à cause d'eux que vous allez partir à la retraite à 72 ans. C'est le vilain BlackRock qui veut reprendre la main sur les fonds privés de retraite par capitalisation. Si seulement. Si seulement c'était vrai. Mais figure-toi que eux, ils pousseraient plutôt pour une retraite par capitalisation. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le mot d'ordre en France. En France, on est plutôt sur une restructuration de la distribution afin de pouvoir nourrir les boomers tant qu'ils peuvent voter. Et bon, à côté de ça, pour revenir à l'ESG, donc en fait, BlackRock, ça a été un des acteurs qui a le plus poussé l'ESG. Donc l'ESG, pour rappeler, c'est cette idée que il faudrait noter les entreprises en fonction de leur de leur impact social. Ouais, de leur impact social. Alors l'ESG, c'est pas une note comme ça qu'on donne à une entreprise, ça va être toute une gamme de notations sur tout un tas de dimensions différentes. Parmi ces dimensions, t'as plein de choses. Exactement. L'implication dans la transition énergétique, la rémunération homme-femme, ce genre de truc, quoi. Est-ce que vous avez, combien de femmes il y a dans les comités exécutifs, dans le conseil de direction, managers, etc. En fait, le fait de pousser pour l'ESG, ça conduit plein d'entreprises à faire des choix qui n'étaient pas forcément très en accord avec leur rentabilité. On a tous vu les dérives qu'il y a eu chez les GAFA, chez Disney, etc. Mais force est de constater que les gros fournisseurs d'ETF comme Vanguard ou BlackRock qui promeuvaient l'ESG à fond ont fait un petit rétropédalage cette année en disant que globalement c'était pas très rentable de faire de l'ESG, ça poussait les entreprises à faire des mauvais choix, ça mettait des mauvaises incentives aux entreprises et donc ils ont un peu reculé. Figure-toi qu'il y a un gestionnaire de fonds, un émetteur d'ETF qui n'a pas reculé et qui a décidé d'aller encore plus loin dans l'ESG. Et à ton avis, s'agit-il d'Américains? Ça doit forcément être des Français. Ce sont des Français, c'est Amundi, le plus gros gestionnaire de fonds européens. Nous, on est toujours dans la surenchère. Les Américains donnent le là, et nous, on fait toute la gamme.
Ouais, bon, après, l'ESG, tu vois, même si il y a un côté souvent assez bullshit dans les notations, moi je pense que c'est pas forcément absurde de regarder les notations ESG, parce qu'une entreprise qui a une mauvaise notation ESG, ça peut vouloir dire qu'elle a mauvaise réputation, et mauvaise réputation, ça veut dire que à un moment le législateur va lui tomber dessus. Oui, alors après, c'est un peu comme le Nutri-Score, tu vois. Tu vas avoir un D pour ton saucisson d'Ardèche fait à la main par un paysan sur sa colline, et une notation A pour le bonbon aux fruits ultra transformés avec des additifs Ou ton illustres. jambon blanc que tu peux trouver en rayon. Oui, voilà. Enfin, j'ai donné des exemples caricaturaux qui seraient pas nécessairement vrais dans la vraie concrètement, mais pour les entreprises, c'est la même chose. On avait eu le cas de figure Hmm. avec Tesla, par exemple, qui fait des voitures électriques censées pas polluer, etc. Et qui avait un ESG plus faible que Marlboro ou Philip Morris et les boîtes de vendeuses de cigarettes. Ouais, ben en fait le problème c'est que tu peux pas noter de la même façon des boîtes qui sont dans des secteurs différents. Typiquement, tu prends, c'est un exemple que j'aime bien. Tu prends Amazon et Airbus, mettons. Bon, Airbus ils vont énormément polluer avec leurs avions, etc. Enfin Airbus, Air France, on s'en fout, hein. Et Amazon, leurs dépenses énergétiques, grosso modo, ça va surtout être des dépenses dans le numérique, donc qui seront moins polluantes. Sauf que Amazon, pour faire fonctionner leur service de livraison, ils sont obligés d'utiliser des avions. Ils sont obligés de passer par des entreprises qui vont polluer. Donc comment est-ce qu'on intègre ça? C'est pour ça qu'en fait, avoir juste une notation bête et méchante, unilatérale, c'est un peu absurde. Mais quand tu regardes beaucoup d'ETF ou d'indices qui sortent aujourd'hui, qui sont des indices ESG, ils vont pas regarder, ils vont pas regarder juste un critère. Enfin, ils vont pas regarder une note globale, ils vont regarder quelques critères qui les intéressent et ils vont faire une sélection en fonction de ça. Par exemple, tu as des indices qui existent, qui investissent dans les entreprises, qui sont impliquées dans la transition énergétique. J'imagine même pas le cash que ça doit générer. Par exemple, toutes les boîtes de conseil qui font de l'accompagnement sur la définition du score ESG d'une boîte. Je sais pas, t'as Amazon, ils ont dû payer un cabinet d'avocats ou un cabinet spécialisé pour revoir toutes leurs docs, pour la définition des stratégies de, bah, justement, est-ce que, si on leur pose la question, ils intègrent ou pas le fait que t'as des livreurs indépendants qui, avec leur petit camion, transportent à droite à gauche des colis vides qui contiennent une paire de chaussettes dedans, enfin, un truc comme ça. Ça doit être un business assez juteux, assez juteux. C'est une forme de, ça te force à avoir un deuxième budget compliance. T'as Hmm. ton, t'as ta compliance juridique et à côté de ça, tu dois satisfaire les agences de notation. D'ailleurs, dans les agences de notation, t'en as beaucoup, hein. Chez les Français, ben, je pense notamment à ce bon vieux Jean Covici, que l'ingénieur qui veut la décroissance et qui prédit la fin du monde, mais qui à côté de ça a une entreprise qui s'appelle Carbone 4 et qui va vendre des notations sur l'impact carbone des entreprises. Mais à plus grande échelle, tu as des boîtes comme Sustain Analytics, il y a Refinitiv aussi. Donc voilà, tout un business. Mais donc, on parle de BlackRock. Donc BlackRock, vous pouvez vous faire une idée sur est-ce qu'il contrôle le monde ou pas. Moi, j'aimerais croire que oui. J'aimerais croire que oui. Et donc, si BlackRock contrôle le monde, eh bien, qu'est-ce que je veux faire moi si je veux contrôler le monde? Je dois contrôler BlackRock, Hmm. tout En simplement. achetant Et il se trouve que des juteuses actions BlackRock. des très juteuses actions BlackRock. De la Donc même façon BlackRock, que si vous voulez bénéficier des super profits total, le meilleur moyen, c'est d'acheter ah, des actions. c'est d'acheter du total, ouais. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu absurde, c'est que les gens ont des théories, ils voient ou ils pensent voir que des gens font beaucoup d'argent et profitent d'une situation, et ils se posent assez rarement la question de, mais moi, si je voulais profiter de la situation, si je voulais mettre à l'épreuve ma théorie, comment est-ce que je pourrais faire? Et en fait, quand tu mets de l'argent dans un pari qui va dans le sens de ta théorie, ça te permet aussi de mesurer la pertinence de cette théorie et
skin in the game. Pour ceux que ça intéresserait, donc BlackRock, le ticker c'est BLK, donc elle a un PER qui est aux alentours de 18, alors que le PER dans son secteur c'est plutôt 34. Donc l'entreprise en soi n'est pas très chère par rapport à ses concurrents. C'est une entreprise qui à côté de ça a une très jolie croissance, une très jolie rentabilité. Donc concernant la croissance, sur 5 ans, le CA a monté de 26%. Il y a eu une petite baisse l'année dernière du CA, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une boîte comme BlackRock, qui gère énormément d'actifs et qui touche des frais de gestion, par exemple, quand vous avez un ETF de BlackRock, eh bien BlackRock va toucher un petit frais chaque année. Eh bien, les frais vont être fonction de la valeur du marché. Et vu que l'année dernière, guerre en Ukraine, les marchés se sont cassés la gueule, ils ont perdu en revenus. Donc il y a un côté très lié au marché dans le chiffre d'affaires. À côté de ça, c'est une boîte qui a d'excellentes marges, donc la marge nette est à 30%. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment énorme. C'est énorme. C'est énorme comme marge. Celle que je vais présenter après, ça n'a rien à voir. Et à côté de ça, elle a un rendement des capitaux propres qui est à 13%. Son activité se concentre principalement en Amérique, donc sur le continent américain, c'est 2 tiers de son activité. Elle va avoir un petit tiers en Europe et quelques activités en Asie, mais elle est clairement principalement en Amérique. Je vous disais que les revenus de BlackRock étaient très liés à la valorisation du marché, mais en fait c'est pareil pour ses actifs. Vu qu'elle a énormément d'actifs sous gestion, par conséquent ses capitaux propres dépendent énormément de la tête que va avoir le marché, ce qui fait qu'en fait c'est une action qui est assez volatile. Donc pour vous dire, elle a un bêta qui est à 1,3. Donc j'aime pas souvent parler de ces mesures quantitatives, mais quand vous achetez BlackRock, attendez-vous à ce que ça gigote un peu plus que le marché. À côté de ça, c'est une entreprise qui est très peu endettée. Donc quand on regarde ce que représente la dette par rapport à ses capitaux propres, c'est 20% de ses capitaux propres. Alors pour vous dire, on considère que c'est beaucoup quand on est mettons au-dessus de 60%, ou même en vrai c'est bourbier quand c'est au-dessus de 100%. Et à côté de ça, le levier par rapport à l'EBITDA n'est pas non plus déconnant. On a une trésorerie qui est positive, donc c'est plutôt une entreprise en bonne santé. Et à côté de ça, c'est une entreprise qui verse un gros dividende, donc qui a un rendement qui est actuellement à 3%, ce qui est pas mal, hein, c'est l'équivalent d'un Pernod Ricard, et qui est versé tous les trimestres. Ça fait environ 20$ qui est distribué chaque année. Donc alors, je ne sais pas pour toi, mon cher Maurice, mais moi je suis particulièrement investi dans cette boîte et je compte contrôler le monde via cette dernière. Et tu t'en frottes les mains en ayant à ton contrôle toutes ces belles entreprises que tu vas pousser vers des scores ESG encore plus délirants. Robert a décidé donc de contrôler le monde. Mais qui contrôle les contrôleurs du monde? Tu vois, telle est la question. Au début, je voulais vous présenter une entreprise qui rentrait parfaitement dans ce champ-là. Donc, je commence mes petites recherches, je vais sur Zone Bourse, etc. Et là, je dis, attends, mais c'est bizarre quand même. C'est quoi cette grosse news? Et en fait, la boîte a été entièrement rachetée et elle est retirée de la cotation demain. Ah merde. C'est vraiment le 11 octobre qu'elle est retirée de la bourse. Et la boîte en question, c'était Rothschild & Co, donc la boîte des Rothschild. Et en fait, ça a été racheté par la holding familiale qui s'appelle Concordia et qui n'est pas cotée non plus. Donc voilà, pas de Rothschild dans cet épisode. Mais j'avais quand même envie de rester dans le même registre. Et donc, j'ai pris un peu une société équivalente qui est Goldman Sachs. Goldman Sachs Group, que vous trouvez sous le ticker GS, et qui est également une banque d'investissement. Donc, banque d'investissement américaine
qui a été créé à la fin du 19e, donc ça fait un moment qu'ils sont là quand même, et qui propose principalement une activité de conseil en fusion-acquisition, évidemment le côté financement d'entreprise, et donc c'est un des plus gros établissements financiers du monde, avec tout un tas d'autres de banques d'investissement comme JP Morgan, Morgan Stanley, la banque Rothschild, etc., etc. Et alors, pourquoi la mettre dans le volet complot? C'est parce que notamment, ils avaient un peu un rôle, non pas de second plan, en 2008, quand vous avez eu la crise des subprimes, parce que notamment, ils étaient connus pour vendre ces fameux produits composés qui ont été un peu à l'origine de la crise, et notamment en Grèce, avec la crise de la dette Ah oui, grecque. donc pour rappel, en fait, les subprimes, c'était des formes d'obligations faites à partir de crédits Ouais, immobiliers totalement c'était pourris des paniers d'obligations dans lesquels vous aviez beaucoup de pommes pourries et qu'ils se revendaient en boucle comme ça. et Et qui avaient d'ailleurs, des rendements vraiment énormes. d'ailleurs, si vous regardez l'évolution de l'action de Goldman Sachs en 2007, elle est à 240 $. En 2008, elle est à 40 $. Donc, il y a un dip. Et pour la petite anecdote, eh bien, figure-toi que toutes ces banques qui avaient plein de subprimes et de produits pourris dans leur bilan, quand l'État est intervenu pour réparer toutes leurs bêtises, eh bien, pouvaient pas leur faire confiance euh, pour réparer les bêtises parce que elles avaient comment dire, elles étaient impliquées jusqu'au cou dans ces affaires sordides. Alors on a pris un acteur extérieur qui n'était pas impliqué dans les subprimes pour analyser le bilan des banques et pour restructurer tout ça. Et cet acteur, c'était BlackRock et qui en a profité pour se faire plein d'argent et pour acheter plein d'actifs pourris mais à très peu de coûts. Pour revenir à la Grèce, apparemment, ils auraient en soum soum aider le gouvernement grec à bidouiller leurs dettes, notamment en passant par ces outils financiers qui permettaient de dissimuler des transactions tout en renflouant les comptes avec l'aide d'autres banques. Et en fin de compte, ils auraient également spéculé sur l'aggravation de la dette en parallèle. Bref, dans d'excellentes magouilles. Donc en fait, ils vendaient des trucs pourris et ils shortaient oui, c'est ça. leurs clients derrière. Excellente stratégie du beurre et de l'argent du beurre. De la moussaka et de l'argent de la moussaka. Et alors, en termes de capitalisation, eux, ils sont à 104 milliards. Aujourd'hui, l'action, elle est à 316 $, en évolution plutôt constante. L'action, aujourd'hui, elle est à 316 $. Le dividende, il est trimestriel. Et il est à 2,75 $. Et les deux sont en évolution. Sur un an, l'action, elle a fait plus 5%. Sur 5 ans, elle a fait plus 48. Et si on remonte au tout début, depuis 20 ans, elle a fait plus 300%. Donc, quand bien même vous aurez acheté l'action à son top de 2007 à 240 $, vous aurez quand même fait un bénéfice en holdant l'action jusqu'à aujourd'hui, vu que elle lui met presque 116 $ dans la vue en 2023. Sans compter les dividendes. Sans compter les dividendes en plus. Et sinon, en termes de PER, on est à 12. Donc je n'ai pas fait la comparaison comme Robert avec les autres boîtes du secteur, mais je vous laisse faire vos propres devoirs. Ah d'ailleurs on l'a pas dit, mais son activité c'est à 60% les États-Unis. Le reste du monde, ils ont des pieds dans à peu près tous les pays. Et donc oui, les risques pour une banque d'investissement, c'est évidemment les mêmes que pour l'investisseur, c'est-à-dire dans quoi ils investissent. Ouais, et on l'a bien vu pendant la crise des subprimes, c'était ce problème euh, d'avoir dans le bilan plein de produits pourris, et c'est quelque chose qui peut se reproduire. Donc heureusement, les banques depuis l'époque sont beaucoup plus prudentes, mais il peut arriver toujours qu'il y ait des dangers, hein. On a vu ça avec l'histoire de la Silicon Valley Bank. Quand on a dans Ah son oui, bilan plein ou le d'obligations Crédit Suisse, longues Crédit Suisse et que également, qui les s'est taux fait remontent, racheter. on se fait niquer aussi. Oui, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, crise des subprimes, on a perdu Lehman Brothers. Goldman Sachs était le suivant sur la liste. Il a fallu des efforts monstrueux pour la sauver.
Et, euh, et aujourd'hui, évidemment, le secteur bancaire est infiniment plus réglementé. Certains disent pas suffisamment. Ce qui fait que parfois on est un peu fébrile quand on a pu avoir il y a quelques mois un peu des tensions avec la Deutsche Bank, le Crédit Suisse. Ensuite, on a eu les cascades de faillite aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank. Et il y en a une autre aussi dont le nom m'échappe. First Republic. Oui, voilà, c'était ça. Ouais. Ouais, il y en a eu d'autres, il me semble. Ah, voilà. Et après, la banque aux États-Unis, c'est quand même assez différent parce que ils ont énormément de banques régionales, ce qui n'est pas le cas en Europe. Et nous, en Europe, par contre, on a des banques qui sont beaucoup trop régulées. Et la conséquence, c'est que bah, tu nous disais, Goldman Sachs, si tu l'avais acheté au top en 2008, bah, aujourd'hui, tu serais quand même rentable. Si tu fais la même expérience avec, mettons, la Société Générale en France, c'est pas le cas. Nous, on a des banques en Europe qui sont pas revenues à leur valeur de 2008, mais par contre, qui ont des bilans, comment dire, sans doute plus sains, mais au prix d'une rentabilité qui a été totalement éclatée. Tu as sans doute entendu parler du complot des Illuminati. Ah bah là, en fait, on avait ceux qui contrôlent le monde, ceux qui contrôlent le monde, et là on passe au stade ultime des, du secret des dieux, ceux qui contrôlent encore au-dessus, quoi. On connaît beaucoup de théories du complot. Il y a celle des Illuminati, il y a celle des reptiliens, il y a la synagogue de Satan, etc. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler du complot catholique? Complot satanisto-pédophilo-catholique? Non, non, pas du tout. Le complot catholique pour retransformer la France en un pays catholique. Ah non, je connaissais pas de tous les complots, c'est celui où je Eh ben, m'attendais le alors moins ça, à c'est un avoir. complot que j'aime beaucoup et auquel j'aimerais adhérer. Euh, Ah d'accord, j'ai compris où tu vas. Je sais qui est à la il y tête aurait de ce complot. Je sais qui est à la il y tête de ce aurait comme complot. ça un homme qui dans l'ombre serait en train de comploter Hmm. avec le Vatican Est-ce que pour c'est un homme breton catholiciser la d'origine? France. Alors oui, il se trouve que c'est un Breton, et ce Breton, afin de contrôler et de reprendre la main sur la France, euh, main que lui et sa caste avaient juste avant la séparation de l'Église et de l'État, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète des chaînes de télé, des Le, J- journaux, le JDD. le JDD, CNews, C8, Canal+. Et cet homme, c'est Bolloré. Alors, Bolloré, donc, qui pire qu'être un complotiste, un comploteur, pardon, catholique, est un comploteur catholique qui fait des messes en latin. Eh bien, il est comme ça, avec tout un tas d'abbés en train de discuter toute la journée pour imposer la messe en latin à l'école. Et ça, il le fait depuis sa holding qui s'appelle Bolloré, ticker bol.pa. Et donc en fait, qui est la holding familiale et qui détient tout un tas de boîtes dans différents secteurs. Donc en grande partie dans les communications, quasiment la moitié, une autre partie dans la logistique, une autre partie dans l'énergie, et qui agit principalement en France, dans l'Europe, et un peu en Amérique, 13% de l'activité, un peu en Asie, 11%, et en Afrique à 5%. C'était beaucoup plus par le passé, mais faut croire que le complot catholique a moins d'avenir en Afrique. Eh bien, cette holding, ça a été un peu difficile pour moi de l'apprécier et de l'évaluer parce que je n'achète pas de holding. Je sais pas pour toi, mais moi je préfère les entreprises où il est possible plutôt d'évaluer le chiffre d'affaires, la croissance des capitaux propres, de comprendre l'activité, etc. Et j'ai un peu de mal avec ces entreprises qui en fait détiennent plein d'autres entreprises et qui te forcent en fait à analyser chacune des positions. Après, c'est un peu l'équivalent d'un ETF, d'un micro ETF, quoi. Ouais, mais alors là, c'est un ETF, pas dans des boîtes ouf, hein. Quand tu sais, quand tu possèdes Vivendi, Ouais. c'est pas Oui, mais terrible c'est non pour ça, plus. c'est moins diversifié. Et,
et tu dois absorber les pertes plus conséquentes de ces filiales. Et du coup, oui, t'as regardé l'action de la holding, toi, cette fois. J'ai regardé l'action de la holding. De base, j'étais parti sur Vivendi, mais en fait, Vivendi, je me suis rendu compte qu'il possédait pas, par exemple, des parts dans Lagardère, etc. Et que Vincent Bolloré, il agit surtout au travers de sa holding. Et c'est le groupe Bolloré? Le groupe Bolloré, ouais. Donc le ticker BOL.PA. Tu peux trouver sur Zone Bourse ou Et alors, c'est sur quoi Yahoo Finance. la panoplie d'activités que chapeaute le groupe? Parce que t'as certes le médiatique, mais t'as aussi le transport, le portuaire. T'as également agriculture avec l'huile de palme, très très gros secteur. T'as l'énergie aussi. Alors, je me suis pas penché sur l'énergie. Je sais pas ce qui vend en particulier, s'il y a du charbon qui se balade ou des choses comme ça. Mais ça représente quand même un truc comme 18% de l'activité, ce qui est assez gros, ce qui est assez conséquent. Alors après, c'est difficile de faire des généralisations sur le groupe parce que dernièrement, en fait, le groupe s'est séparé d'énormément de ses filiales. Donc ça se voit quand vous regardez l'évolution du chiffre d'affaires de la boîte. Le chiffre d'affaires a baissé ces dernières années. Hein. Il a baissé de 10% sur les 5 dernières années. Et ça, c'est quelque chose qui est normal quand on a une holding. Si on se débarrasse d'une filiale, mais fatalement, le chiffre d'affaires baisse. Ça fait augmenter la marge temporairement, ça fait augmenter les capitaux propres. Enfin, ça peut faire augmenter les capitaux propres, mais ça devient plus difficile d'évaluer les perspectives de croissance de la boîte. Donc, cette boîte aujourd'hui a ses parts qui s'échangent à 5 euros avec un PER au niveau des 4,5. Mais bon, ce PER dit pas grand chose parce que le PER c'est le ratio entre le prix de l'action et les bénéfices, et il se trouve que les bénéfices sont très liés au chiffre d'affaires, et ils fluctuent énormément parce qu'il y a des positions qui ont été liquidées récemment. Mais globalement, moi ce que je vois avec mon biais de personnes qui n'achètent pas dans les holdings et qui n'investissent pas dans les holdings et qui regardent plutôt des entreprises assez classiques, c'est des choses qui me plaisent pas beaucoup dans le chiffre d'affaires. On a des marges nettes qui sont de l'ordre de 1,77%, avec une marge d'exploitation qui est à peine à 5%, c'est pas terrible. Et à côté de ça, la rentabilité des capitaux propres est pas énorme. Elle oscille entre 15 et des valeurs proches de zéro, donc c'est un peu bizarre. Après, il y a des points positifs dans le groupe, hein. La dette a énormément baissé. Il y a 5 ans, elle était à presque 9 milliards, et aujourd'hui, elle a un truc comme 2,7 milliards. Donc c'est une belle baisse. Et le levier de la boîte est pas énorme, mais bon, on regarde pas que la dette. Ce qu'on veut, c'est aussi des bénéfices qui augmentent, un chiffre d'affaires qui augmente, une activité qui se développe. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui semble avoir des belles perspectives de croissance? Pas vraiment. Et à côté de ça, est-ce que c'est une entreprise au moins qui fournit un bon rendement et qui récompense les actionnaires? Bah pas vraiment non plus, parce que le dividende n'a pas augmenté les 5 dernières années. Et Bolloré semble pas vraiment décidé à l'augmenter. Et les espoirs qu'on pourrait avoir sur cette entreprise, ça serait que Bolloré laisse la main à ses fils et que ses fils aient envie Ce qui est de prévu. développer le groupe. Ce qui est prévu. Mais aujourd'hui, ça semble pas être trop le cas. Et voilà, moi, il y a des choses que j'aime vraiment Si je dis pas pas de avec bêtises, cette boîte. ils ont déjà un pied dans la gestion de la boîte. Et lui ne fait Alors qu'être oui, en mais ils sont pas retrait. forcément très impliqués. Hmm. Ouais, c'est toujours Et- risqué, les boîtes familiales. Les boîtes familiales présentent des avantages, mais aussi des inconvénients. Bah, l'avantage, c'est ce qu'on a pu dire dans d'autres épisodes, c'est que t'as pas envie de laisser de la merde à tes enfants. Des avantages, c'est que t'es pas sûr que tes enfants fassent mieux. Alors ouais, après, empiriquement, il y a beaucoup d'études qui montrent que les boîtes familiales sont mieux gérées que les boîtes non familiales. En général, elles sont moins endettées,
Il y a plus une vision long terme, elles Oui, sont bien plus sûr. rentables, etc. Il y a une meilleure Mais connaissance de l'entreprise quand c'est ton rejeton qui reprend le flambeau. Tu as aussi le fait que c'est pas forcément un dirigeant qui va arriver d'un jour à l'autre et qui à tout moment peut partir et qui sera dans moins skin in the game comme on a pu le dire tout à l'heure. ouais, ben il y a la question de l'alignement des intérêts. Après, quand tu vois une boîte familiale, ce que tu veux, c'est que l'objectif de la personne qui possède la boîte familiale, ça soit de développer le groupe et bah, de créer de la richesse. Et en fait, moi, au vu de l'évolution dans le chiffre d'affaires, dans les bénéfices et même l'évolution du dividende, j'ai l'impression que ben, Bolloré, il en a un peu rien à faire des autres actionnaires et qu'à côté de ça, il se sert plus de sa boîte pour mener des combats qui lui sont chers, et ça c'est très bien, hein. Je pense que on aimerait tous, et on devrait tous aspirer à avoir suffisamment d'argent pour combattre pour les causes qui nous plaisent, même si c'est le complot catholique, hein, auquel je De, me rallie volontiers. Mais on a tout le spectre, on passe de Soros à Bolloré. un Bolloré, ouais. Mais voilà, c'est pas vraiment une boîte qui aujourd'hui semble être vraiment tournée sur la rentabilité. Et à côté de ça, il y a beaucoup de risques pour les actionnaires. Déjà parce qu'il n'y a pas de croissance, ensuite parce que le dividende est pas rentable, et à côté de ça, parce que le flottant de la boîte, donc le flottant, en gros, c'est le nombre d'actions qui sont pas détenues par des institutionnels ou par des gens internes à la boîte. Le flottant est que de 24%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Bolloré et sa famille, bah, ils possèdent une immense majorité des parts, et que bah, des actionnaires particuliers qui voudraient rentrer au capital et qui voudraient faire des suggestions euh, pour changer la direction de la boîte, ben, ils seraient méprisés, ils pourraient pas le faire. Alors autant c'est bien d'avoir une famille qui reste en contrôle de la boîte, autant faut pas que cette famille commence à persécuter les actionnaires. À côté de ça, il y a un autre problème avec Bolloré, c'est que bon, on parlait du score ESG tout à l'heure. Autant je disais qu'il faut la note ESG, bon, ça veut pas toujours dire grand-chose. Mais dans le cas de Bolloré, on voit qu'il y a une note ESG qui est vraiment pas bonne. Les mecs, ils ont des red flags de partout, ils ont des polémiques en Afrique, ils ont une super mauvaise réputation. Pas plus tard que ce matin, je crois qu'il y avait la news comme quoi il a été condamné à verser 150 000 euros à certains fermiers des plantaisons d'huile de palme. C'est en Afrique, ça? Oui. Ouais. Bon, Après, je suis pas sûr que 150 000 euros, ça lui fasse peur, hein. oui, après, je sais pas si c'était 150 000 euros en total ou par paysan. Après, s'il y a 1000 paysans, c'est un peu plus douloureux, mais bon, on peut se le permettre Bon, quand il est même. payé en francs CFA. Ouais. Et donc il y a quand même un gros risque ESG sur la boîte, et autant, moi je pense pas qu'une bonne notation ESG, ça veut dire qu'on a affaire à une bonne boîte, autant une mauvaise notation ESG, faut faire gaffe, on sait jamais ce que peut faire le régulateur, on sait jamais quel genre d'activistes peuvent tomber sur la boîte. Bon là l'avantage c'est comme je disais, il y a un flottant qui est très faible, donc il risque pas d'avoir de fonds activistes qui vont couler la boîte. Mais bon, le complot catholique, moi, je vais le faire dans mon coin, mais je vais laisser Bolloré faire son truc. Ça sera sans moi. Très bien. Bah écoute, excellent complot. On lui souhaite bien du courage à ce cher Bolloré. Et à lui et à son huile de palme aussi. Parce que sans l'huile de palme, pas de Nutella. Et en parlant de Nutella, on peut parler aussi d'agriculture en général. Et moi, le dernier complot que j'ai choisi, ça veut dire que c'est pas vraiment un complot, c'est un peu une réalité. Parce que c'est plutôt des scandales, si tu veux. Et j'ai choisi une entreprise qui, à la base, elle a d'autres cadavres dans son placard, mais elle en a racheté une en 2016. Mhm. Personne n'a jamais dit du bien de cette boîte. Et je vais vous parler donc de Bayer, qui en Oula. 2016, qui en 2016 a racheté Monsanto
Monsanto qui, comme vous le savez, a fait l'objet d'une vingtaine de scandales avec des pesticides, des OGM, tout un tas de produits qui étaient à la fois mauvais pour l'environnement, mauvais pour la santé. Attendez, j'ai un article du Monde sous les yeux. Vous en avez pas moins de 20. Vous avez de l'agent orange. Vous savez, l'agent orange, c'était à la fois un pesticide, à la fois ce qu'on mettait dans certaines bombes au Vietnam pour tuer des Vietnamiens, qui sur 3 générations faisaient des gosses qui naissaient sans yeux et sans oreilles. On avait le scandale des hormones de croissance, qui parfois pouvait faire dégénérer des cellules. L'aspartame, ça je savais pas, mais apparemment Monsanto est un des plus gros producteurs d'aspartame, qui est Mais ça, c'est horrible pour la santé. qui est cette alternative au sucre que vous retrouvez dans toutes vos boissons sans sucre, comme le Coca Zéro, etc. Mais en fait, depuis une dizaine d'années, il commence à y avoir de plus en plus d'études qui disent que ça serait même pire que le sucre. Mais bon, du coup, ça a été racheté par Bayer. Bayer, qui est une société allemande. Elle est cotée au DAX 40. DAX 40, qui est l'équivalent du CAC 40. Est-ce que le savais-tu? Oui, oui, le DAX, cet indice qui performe moins bien que le CAC 40 sur les 5 dernières années. Merci Emmanuel Macron, c'est toi qui portes nos marchés financiers. Enfin, j'ai pas le ticker sous les yeux, mais ça doit être BAY ou Je crois que BY. c'est BAYN. Comme Goldman Sachs, elle a été fondée fin du 19e, et aujourd'hui c'est un des leaders mondiaux de la conception et production et commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Donc le volet agrochimique, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec Monsanto. Et pharmaceutique, ils font beaucoup de médicaments et de traitements pour les maladies cardiovasculaires, respiratoires, mais aussi pour le diabète. Ce sont les premiers à avoir synthétisé l'aspirine, donc ils ont été pionniers sur ce marché. Une belle invention. Mais ne mangez pas trop d'aspirine parce que vous pouvez faire une overdose. L'aspirine, c'est pas ultra bon pour la santé. Quant à leur activité, ils sont très présents en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique. Et les trois combinés, ça fait 22% de leur activité. Dans 10% au Brésil, ce qui est considérable. Évidemment, Brésil qui est un des greniers de l'Amérique latine, donc forcément tout ce qui concerne les produits agrochimiques qui permettent de décupler les rendements des... Ah ben là, de l'aspirine aux hormones, ils doivent enfiler à toutes les vaches là-bas. Permet de dupliquer les rendements des récoltes. Et aussi en Allemagne. En Allemagne, ils font 5% de leur activité, contre 3% en Amérique du Nord et 8% en Chine. Donc c'est quand même assez bien réparti au niveau mondial. Ils n'ont pas de région qui serait surreprésentée, tandis que par exemple Goldman Sachs, tout à l'heure, on a dit que c'était 60% aux États-Unis, donc sont très dépendants de l'économie du pays. Là, Bayer, ils sont bien répartis. Ouais, c'est une belle multinationale. C'est une belle multinationale, et en termes de capitalisation, eux, ils sont à 43 milliards. Et sinon, l'action aujourd'hui, elle s'échange à 44 euros. Le dividende, il est à 2,40 €, avec une hausse de 5%. Ouais, ce qui nous fait un rendement qui est aux alentours des 5% dans le dividende, c'est pas mal. Ouais. Alors, par contre, l'action, elle est un peu en berne. Hein. Sur un an, elle a perdu 7%. Si je remonte à 5 ans, elle a fait moins 40%. Après, sur le très très long terme, si on remonte à il y a 20 ans, elle est restée fixe. Donc, faut voir avec justement les dividendes s'ils ont battu l'inflation ou pas. En tout cas, les avis que j'ai pu recueillir sur la boîte, sur les consensus et les analyses, c'est assez... c'était pas facile d'y voir clair. Il y en a, ils disaient catastrophe Bayer parce que justement l'économie allemande bat de l'aile avec la crise de l'énergie et eux ils seraient un peu dépendants de ça. Et de l'autre côté, il y en a beaucoup qui disaient au contraire l'action là elle est au plus bas, peut faire un top dans les prochains mois / années. Et c'est vrai que si on prend une réflexion doigt mouillesque, j'ai envie de dire sur l'avenir de ce genre de boîte, si on arrive à aller au-delà des considérations de la santé financière de l'entreprise, que je dois reconnaître, je n'ai pas eu le temps d'analyser de façon aussi détaillée que mon ami Robert. Sur le papier,
je pense pas que ça soit des entreprises obsolètes dans leur business model, parce que on nous parle sans arrêt de la baisse de la fertilité des sols, du réchauffement climatique et tout le tintouin sur le fait de devoir nourrir des populations de plus en plus larges. Quoi de mieux que des OGM? Quoi de mieux que des pesticides de plus en plus performants qui permettent de décupler des récoltes. À voir aussi, eux, de leur côté, en termes de recherche et développement, s'ils arrivent à augmenter leur score ESG en les rendant moins nocifs pour que des enfants ne naissent pas aveugles et sourds parce que leur maman a consommé un épi de maïs Monsanto. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc important que tu dis, c'est que c'est pas une entreprise qui va disparaître comme ça. Donc sans doute qu'un investisseur qui est rentré, je sais pas, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il est très content et il reste, il touche son gros dividende, il n'a pas de raison de partir. Et même Monsanto, il n'y a pas forcément énormément de concurrents pour les dégager. Après, je pense que ce qui inquiète les gens, c'est plutôt le fait que la croissance du chiffre d'affaires est pas forcément top. Il y a une dette qui a plutôt augmenté ces dernières années. Oui. Et donc en fait, juste il y a peu de perspectives d'augmenter son capital sur la boîte. Par contre, ça a pas l'air d'être, si on a une plus-value dedans, ça a pas l'air d'être une boîte à fuir, quoi. Ouais, il faudrait estimer un peu la plus-value nette d'inflation, je pense. C'est ce qu'il faut regarder dans ces cas-là. Mais voilà, de toute façon, oui, enfin, il faut toujours aller un peu plus. Je pense que faut pas se laisser guider par les scandales. C'est important, hein, forcément. Nous, on crache souvent sur. On aime bien au régime des actifs donner cette vibe méchant capitaliste, mais c'est important aussi de pas miser sur des boîtes, je sais pas, qui financeraient Daesh ou ce genre de trucs, comme ça a pu être le cas. C'était chez qui? C'est Lafarge. Lafarge, l'affaire Lafarge, condamnée il y a 1 an par la Cour de cassation, enfin c'est remonté jusqu'à la Cour de cassation pour des affaires de copinage avec Daesh en Syrie, où il fallait que des usines de béton continuent à tourner, et donc on servait d'une main d'œuvre réduite en esclavage, gérée par des capos islamistes. Ou même tu prends le cas de Orpea, tu vois, la réflexion cynique quand le scandale Orpea a éclaté, ça aurait pu te dire, mais génial, les mecs ils s'en font des marges énormes en maltraitant des retraités. Ils vont régler le problème des retraites. Mais non, les investisseurs ont pas réagi comme ça. Ils ont considéré que c'était pas éthique et ils se sont barrés. Oui, voilà. Donc il faut un peu regarder ça, mais il faut pas non plus trop se laisser influencer par les scandales, à mon sens. Parce que typiquement, par exemple, des sujets touchy comme les OGM, mais aussi le nucléaire, c'est un débat qui est complexe. C'est un débat qui est extrêmement complexe. Le nucléaire, c'est une énergie formidable qui, à mon sens, va sauver l'humanité en termes de besoins énergétiques. De la même façon que les OGM, c'est une invention incroyable, tu vois, de pouvoir dire j'ai un sol dans le désert où rien ne pousse, je plante mes graines Monsanto, et d'un coup j'ai de magnifiques tomates, de magnifiques pommes de terre, et je peux nourrir des populations, tu vois, c'est incroyable. À voir derrière le coût, le ratio coût, enfin bénéfice. Ouais, en fait, ce qu'il faut voir quand il y a des scandales, c'est est-ce que on a affaire à quelque chose qui peut détruire le business model, ou est-ce que c'est juste du bruit? Et en fait, quand c'est du bruit, généralement, c'est plutôt un bon moment pour acheter. Alors que quand on a affaire à quelque chose d'existentiel, hein, comme dans le cas d'Orpea, Lafarge, je sais pas si ça va les gêner, mais Orpea, ça a vraiment tué leur rentabilité qu'il y ait ce scandale qui éclate. Là, c'est un moment pour sortir et il faut être le premier à sortir. Ouais, Orpea, le cours s'est effondré. Il a perdu moins 200, moins 300%, et continue de baisser, quoi. Ah ouais, le truc, on dirait un shitcoin qui fait le moins 99% sur le moins 99%. Je propose qu'on prenne les rênes du monde avec notre complot pour réinstaurer un catholicisme tradit dans l'école de la République, tout en dégustant de bonnes tomates
radioactive. Et en contrôlant tous les GAFAM et en forçant les gens à manger des steaks d'insectes via BlackRock. Et en filant des chèques à Macron par le biais de son ancien poste à la banque Rothschild / Goldman Sachs dans mon cas, pour qu'il sucre les retraites des Français. Alors, d'ailleurs, avant qu'on conclue, je voulais faire en 2 minutes un petit instant contribuable. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la gendarmerie? La maréchaussée? La maréchaussée. Eh bien, je t'envoie dans notre clavardoir un petit tweet qui parle de la gendarmerie et je te laisse lire ce fil. C'est le fil sur la pêche? Sur la pêche, exactement. Ah oui, j'ai trouvé ça fantastique. Je l'ai lu. Alors, donc, pour expliquer à nos auditeurs, on a un compte Twitter qui s'appelle Mea Culpa, avec 3 A à la fin, donc je vous invite à chercher ça sur Twitter, qui nous raconte son histoire, il est allé pêcher dans le sud de la France, du côté de Toulon, avec son neveu, et il a pêché 5 poissons, et pendant qu'il pêchait, il y a la gendarmerie qui arrive. On a le gendarme de Saint-Tropez et toute sa clique qui arrive et qui lui font un petit contrôle d'identité, qui prennent en photo ses poissons et qui l'ont convoqué à la gendarmerie parce que les poissons qu'il a qu'il a pêchés étaient 2 centimètres trop petits. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on se disait. Quand est-ce qu'on avait vu ça? Où t'avais ah oui, c'était pendant l'attaque guillemets terroriste à Annecy, tu sais, où t'as le gars qui avait poignardé des gosses. Ah oui, t'avais en fait, t'avais des manifestants gendarmes, qui s'étaient fait arrêter. Bah surtout, non, il y a des gens qui avaient filmé la scène. Ouais. Et du coup, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Et là, le préfet de je sais pas quoi qui a saisi Twitter pour faire supprimer toutes les vidéos pour qu'on puisse pas voir que t'avais quand même un fou qui poignardait des gosses. Et tu avais des gendarmes sur Twitter qui avaient leur compte en disant rappel des règles, attention, diffuser des images violentes. Ça peut oui, mener à... en plus je vois le gendarme dont tu parles. Il avait un peu la tête. Il avait un peu la tête d'ailleurs du gars assis au café qui fait mais allons-y quoi. Ah, mais attends, alors bon, régime des actifs, voilà, moi je vais être un peu salé, faut pas prendre au premier degré ce que je vais dire, mais pour moi il a vraiment une gueule de vermisseau ce mec. Et ce gars, on l'a revu plus tard. Tu sais quand Elon Musk a commencé à rémunérer les comptes Twitter, t'as un compte comme ça qui a dit ah mais c'est génial, j'ai gagné 2000 € ce trimestre sur Twitter. Ouais. Et ce même mec qui faisait censurer et fermer les comptes qui diffusaient les vidéos de l'attaque d'Annecy a publié une réponse en disant ah c'est le fisc qui va être content. Oh là là là. Mais c'est incroyable. En fait, ça retranche exactement le problème du pauvre gars avec son gosse qui va pêcher des truites dans un ruisseau, qui se fait taper dessus parce que le poisson fait un millimètre de moins que ce qu'il faut. C'est qu'en gros, t'as ces gens-là qui sont persuadés, ils sont vraiment persuadés qu'en appliquant la moindre règle, dans le moindre code, dans la moindre circulaire, à la lettre, qu'ils ont rendu le monde meilleur. C'est le genre de gars, il va passer dans le chemin communal où t'habites et faire ah tiens, votre haie, monsieur. Là, votre haie, elle est pas réglementaire. Elle fait 1m34 au lieu des 1m34 dicté par la directive 114 du règlement de mon cul sur la commode. Ça vous fera donc une amende. Les mecs qui embarquaient les pauvres gars pendant le confinement parce qu'ils fumaient une clope devant chez eux et qu'ils avaient pas fait leur attestation. Et en plus, le gars dans le fil, le gars des poissons là, il disait, ah oui, je pense que ils ont besoin de thunes, du coup ils font passer des amendes à gogo pour enflouer les caisses. Vu le coût des procédures, ça m'étonnerait que ça soit le cas, hein, parce que dépêcher 4 gendarmes le long du ruisseau, plus le faire venir pour il a pas fait une garde à vue, mais il a fait une convocation, plus le faire passer devant le tribunal, plus derrière le greffier, l'agent des finances, etc.
le coût il est exorbitant. Hein. Une telle procédure, ça doit coûter 25 000 euros pour qu'à la fin le mec soit condamné à payer, je sais pas, il va payer 500 balles max, tu vois. Mais tu sais, pour connaître des gens qui sont dans les forces de l'ordre, quand ils foutent une amende à quelqu'un et que le mec en soi n'a pas fait un truc de grave, souvent c'est une forme de défouloir, quoi. C'est y en a qui m'ont clairement dit, lui j'ai vu sa gueule, je savais qu'il avait de la drogue, je l'ai contrôlé et c'était bien fait pour sa gueule. T'as ça et aussi parfois le système de primes, j'imagine. Enfin, à vérifier, hein, j'aimerais pas avancer des trucs comme ça, mais... Alors oui, t'as des primes, t'as un objectif de contravention à mettre. Nous, moi, je suis totalement opposé à cette logique de flicage, de délation, etc. Mais c'est vrai que t'as des pays où le quotidien est beaucoup plus agréable, mais où tu as cette logique, forcément la Suisse. Vous pouvez pas faire un truc sans qu'un voisin vous dénonce. Hein. Vous pouvez pas jeter une poubelle en plastique dans la mauvaise poubelle sans que t'aies Madame Michu qui t'ait vu, qui appelle tout de suite la maréchaussée pour qu'on vienne te foutre une amende. Là, ça déconne pas. Donc en France, en fait, on a un peu cette logique-là, mais qui est appliquée au mauvais moment. Genre autant t'as 240 000 émeutiers qui ont foutu le feu à la France. Il y a eu genre 4 condamnations. Mais par contre, attention, monsieur et son gosse, le poisson, là, hop. Ouais, c'est le côté arbitraire du fonctionnaire, quoi. T'es face à un gars qui peut mettre de côté tout bon sens. Et il aurait pu lui dire, mais monsieur, vous n'êtes pas censé pêcher des poissons comme ça, parce que c'est pas la saison, parce qu'ils sont trop petits, etc. Il aurait pu comprendre, il aurait pu faire avec, et c'est ça aussi le métier quand t'es un policier ou quand t'es un gendarme, c'est que t'es au contact de la population et t'as pas envie de les martyriser pour rien. Et là on a si tant est que notre ami mea culpa ne raconte pas des cracks sur les réseaux sociaux et qu'il ait été parfaitement courtois, là on a juste à affaire à un fonctionnaire qui voulait faire le salaud. Et oui. Donc, et si j'étais un boomer, j'aurais dit ces gens-là sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Attention. Et donc sur ces discours très admiratifs de nos services publics, eh bien moi j'aimerais qu'on donne le mot de la fin. Et j'aimerais dire que je préfère investir chez BlackRock qui promeut les steaks de moustiques et qui me donne des juteux dividendes plutôt que donner mon fric à la gendarmerie qui va arrêter des pauvres mecs parce que leur poisson était 1 centimètre en dessous de la taille réglementaire. Mais comme ce que te répondrait le gendarme, c'est que le gagnant sera le fisc qui taxera à 30% ton juteux dividende. Mais dis-moi, le passé c'est bien, non? Alors le passé c'est bien. Et l'avenir, c'est mieux. Mais franchement, moi je préférais quand même un futur dans lequel où on n'aura pas des gendarmes qui iront mettre des amendes parce que les poissons sont trop petits. Sur ces mots pleins de sagesse, je vous fais la bise. Allez, gros bisous. Qui contrôle la politique, qui combat le système métrique, c'est nous. Qui sait où se trouve l'Atlantide, qui cache les humanoïdes, c'est nous. Qui traite les écolos de ringards, qui fait de Steve Gutenberg une star, c'est nous. Qui gagne les femmes à l'écart, qui truque les remises d'Oscar, c'est nous.